Audience au Palais Rose, le président de la République a accordé une audience ce matin à une délégation d'investisseurs suisses. L'exploitation des ressources minières et pétrolières au menu des échanges. La réunion mensuelle sur la santé s'est tenue ce matin à la présidence de la République. C'est le chef de l'État en personne qui a dirigé cette réunion. Les Échos avec Ghislain Tchani-Koudou. Prestation de serment ce matin, le nouveau directeur général national de l'Agence d'investigation financière Bar Hassan Diar a juré de bien accomplir sa mission. Vous aurez des précisions dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, nous sommes un lundi et comme tous les lundis, nous ouvrons notre journal avec l'éditorial de la semaine. Ahmad Makaïla continue sa pensée sur la problématique du code civil tchadien. Le voici. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans ma livraison de la semaine dernière, j'évoquais la question du code civil. Et ce que je n'ai pas dit à dessein d'ailleurs, c'est la problématique de l'application de ce code au Tchad. Du moins une application à double vitesse, sinon à géométrie variable du code civil français, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Ce n'est pas faire injure à nos juristes. Le Tchad n'a pas été capable de produire son code à lui 53 ans après les indépendances. Nous sommes les seuls en Afrique d'expression française à n'avoir pas un code à nous. Un code, fut-il un document juridique, reste de mon point de vue un référent tout à la fois culturel, coutumier et identitaire. C'est ce qui explique d'ailleurs dans le fond, j'allais dire, que le code de Napoléon est un code d'émanation judéo-chrétienne, en rapport justement avec l'histoire de la France, et donc inspiré par la loi canonique. L'empereur Napoléon n'a pas en réalité inventé la roue. Ceci expliquant cela, le Tchad, d'abord au Tchad, le colonisateur, ainsi que les pouvoirs publics, d'après les indépendances, ont joué à la facilité en faisant assister les juges de paix d'une race de juges coutumiers qu'on appelle les assesseurs, dont le statut est consultatif alors que leurs avis sont déterminants. Le problème avec les assesseurs est que leur science n'est pas écrite et tient fondamentalement à l'oralité, même si jusqu'ici, je dois l'avouer, ils ont été les assesseurs d'un apport plus que décisif dans les jugements rendus en matière civile et coutumier, car les Tchadiens, dans leur écrasante majorité, ne se retrouvent pas dans le code civil tel que nous l'avons aujourd'hui. Nous devons, pour beaucoup, à ces juges coutumiers, la cohésion et la paix sociale entre les communautés, d'où l'impertinente question de l'application du Code civil, tout au moins dans les dispositions du livre 1 relatives aux personnes et leurs biens. C'est bien ce livre 1 qui renferme les dispositions du fameux Code des personnes et de la famille, dont la version avant-projet est pour le moins controversée. Les musulmans, du moins le Conseil supérieur pour les affaires islamiques, le CESAI, émet des réserves en 33 points, alors que les catholiques et protestants réunis trouvent 11 réserves. Quid des animistes? Visiblement, ces derniers n'ont pas eu droit au chapitre. Et pourtant, aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens, il y a indubitablement un syncrétisme religieux manifeste. Combien sont les familles musulmanes au Tchad qui pratiquent l'excision au nom de l'islam originel, alors que la religion du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ne dit nulle part qu'il faut mutiler les fillettes? Combien sont les pratiques païennes et qui persistent chez les chrétiens du Tchad malgré les efforts de combat des églises et paroisses? Combien sont les Tchadiens qui croient aux hommes de la nuit et parlent aujourd'hui, au XXIe siècle, de sorcellerie et d'envoûtement? Des pratiques authentiquement surréalistes qui ont cours du nord musulman au sud animiste et chrétien. Parlant du marxisme-léninisme des Africains pendant la vague rouge, un célèbre penseur avait dit que les Africains sont marxistes-léninistes le jour et Marco-sorciers le soir. Comment évacuer en perte et profit toutes ces contradictions pour avoir un code, même s'il est vrai que les passions ont prévalu pendant le processus d'élaboration, empêchant une lecture, sinon une interprétation lucide, évolutive et perspicace tout à la fois de nos religions et de nos us et coutumes. Ce qu'on a probablement oublié, c'est que le code n'est pas seulement l'affaire du juriste. Le code ne saurait non plus être l'affaire des religieux dogmatiques, qu'on souffre encore une fois pour ouvrir le débat. Et Dieu sait qu'il est possible d'avoir un code consensuel, un code qui nous ressemble et qui va nous rassembler dans nos différences. Vivement lundi prochain.
Je le disais en titre, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu ce matin une délégation d'investisseurs suisses conduite par Michael Hang, président directeur général de Mokoko Group. L'exploitation des ressources pétrolières et minières était au centre de l'entretien. Ibrahim Adam Mohamed. Pays stable aux potentialités énormes, le Tchad attire de plus en plus les investisseurs étrangers. La délégation de Moko Group, conduite par Michael Hacking, est venue s'aligner sur les starting blocks des potentiels investisseurs au Tchad. Conscient que le combat face aux nombreux défis ne peut être gagné qu'avec l'apport des partenaires, le président de la République, Idriss Déby Itno, multiplie les pistes et encourage les investissements sérieux au Tchad. En recevant la délégation d'investisseurs suisses, le chef de l'État garde la même constance. Plus de 2 quarts d'heure et en présence du ministre des Mines et Géologie, les discussions ont porté sur l'exploitation géologique et minière au Tchad. Nous pensons que son Excellence nous a donné la possibilité de rencontrer les personnes clés du gouvernement pour développer ces idées et ce partenariat. J'espère que les perspectives sont très bonnes et j'espère de retour bientôt après avoir établi des relations très étroites avec le pays. Ça fait très longtemps que j'ai regardé le pays, mais c'est maintenant que nous aurons pu avoir des bons contacts. Et je crois que dans des périodes très difficiles que nous avions maintenant, avec les voisins qui sont juste à côté, qui ont des problèmes, c'est très bien d'être ici avec le président de la Tchad. Le groupe 6 tâte pour la première fois le terrain au Tchad et les perspectives sont meilleures et encourage les investissements, a ajouté le président directeur général de Moko Group qui trouve que le Tchad est un pays béni de Dieu, allusion faite au charisme et à la carrure d'homme d'État du président de la République, Idriss Déby Itno. La traditionnelle réunion mensuelle sur la santé s'est tenue ce matin à la présidence de la République. C'est le chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui a présidé la rencontre. Plusieurs membres du gouvernement et les partenaires à la santé ont pris part à cette réunion. Le point avec Ghislain Tchanikoudou. Le développement socio-économique d'un peuple dépend de son bien-être. C'est pourquoi le chef de l'État, Idriss Déby Itno, accorde une attention particulière à ce secteur. Le ministre de la Santé publique et les partenaires, notamment l'OMS, l'UNFPA et l'UNICEF, sont venus lui faire la situation sanitaire dans le pays. Cette réunion mensuelle sur la santé, le chef de l'État a été entouré du chef du gouvernement Joseph Djimrangar Dadnadi et du ministre de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari. Le paludisme, la poliomyélite, la mortalité maternelle et infantile et la méningite sont entre autres les problèmes de santé dont la situation a été faite au chef de l'État. Nous sommes partis donc sur 2 points essentiels, je dirais 3. Accentuer donc la surveillance en ce qui concerne la méningite. C'est également donc une question de la vaccination des nomades, qui a été donc déjà entamée le 15 au 17 mars. Et surveiller également la vaccination de la fièvre jaune tout au long de la frontière avec le Soudan. Une importance particulière qui a été donnée également à la surveillance de la mortalité maternelle et infantile. Sachant que la chaleur qui sévit en ce moment dans le pays est propice à la propagation de la méningite, le ministre de la Santé publique a souligné que des stratégies sont en train d'être mises en place. Il y a des équipes de surveillance qui vont être maintenant mises en place. Les délégations sanitaires vont être mises en alerte pour que la surveillance soit beaucoup plus accentuée. Il y a une sensibilisation à travers les médias qui va être faite et la mise en place de stocks donc de vaccins dans les différents districts au cas où un cas de méningite se déclarerait. Selon le ministre de la Santé publique Ahmed Djida Mahamat, beaucoup d'efforts sont déjà faits dans le domaine de la santé par le gouvernement. Mais face à la mortalité infantile, il convient de mettre encore les bouchées doubles car on ne dispose pas de statistiques fiables. Il y a quelques jours de cela, le chef de la diplomatie tchadienne, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, a été reçu par son homologue français au Quai d'Orsay. La situation qui prévaut au Mali était au menu de leur échange. Elvis Tabo.
Quai d'Orsay. Le chef de la diplomatie tchadienne Moussa Faki Mahamat est reçu par son homologue français Laurent Fabius. Aux côtés du ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, l'ambassadeur du Tchad en France, Hissène Brahim, et le conseiller du président de la République en charge des questions de défense et de sécurité, Mohamed Ismaël Chaïbo. Plusieurs sujets visant le renforcement de la coopération entre les deux pays à l'ordre du jour. La situation au Mali également. La France et le Tchad en effet interviennent au Mali pour restaurer l'intégrité de ce territoire mis en danger par des terroristes. Dans ce sens, l'armée tchadienne joue un rôle déterminant. En première ligne sur le théâtre des opérations, elle a délogé les islamistes de leur rempart et a tué 2 de leurs principaux chefs. Comment assurer la sécurité du Mali une fois les terroristes mis hors d'état de nuire? À cette question, le Tchad et la France optent pour la réconciliation nationale, le retour effectif à la démocratie et la mise en place d'une opération de maintien de la paix sous mandat onusien. Les négociations recommencent fin mois. Par rapport justement à la situation au Mali, le chef de la diplomatie tchadienne a présenté à la presse la position du Tchad. Voici un extrait de ses propos. La MISMA n'était pas prête. Nous pensions avoir pris la bonne décision d'intervenir en concertation, en coopération avec l'armée française. Donc le dispositif tchadien, le contingent tchadien qui sera dans le cadre de la mission de maintien de la paix, sera donc un contingent bel et bien membre de cette force sous mandat des Nations Unies. Il est bien vrai que la MISMA était prévue, les préparatifs allaient bon cours, mais nous avons été tous pris des cours et la réaction prompte de la France, secondée par le Tchad, a pu contenir et libérer l'essentiel du territoire. Je pense et je souhaite vivement que les autres forces accélèrent leur déploiement pour qu'ensemble nous puissions envisager le reste de la mission. Pour nous, la priorité maintenant, c'est de sécuriser et stabiliser et surtout chercher à sauver les otages, nous l'espérons sains et saufs. Le Mali est un État africain, un État ami et voisin du Tchad. La menace sur le Mali est une menace sur le Tchad et nous n'avons pas besoin d'être priés ni payés pour ça. C'est un engagement, c'est une conviction et je pense que si la menace est dans un autre pays, nous serions intervenus. Parce qu'en intervenant, je crois que nous travaillons pour notre propre unité. Restons toujours au Mali. Après plusieurs jours de patrouille dans le massif des Ifogas, les forces tchadiennes affirment qu'il n'y a plus de djihadistes dans les massifs. Rosalie Andigué-Gagé. Le Tchad entend assumer sur le terrain sa responsabilité avec toute la rigueur qu'exige une telle mission. C'est par ces mots que le président Idriss Déby Itno a justifié l'envoi du contingent tchadien composé de 2000 soldats au Mali le 22 février dernier. Les soldats tchadiens et français engagés depuis plus de 2 mois au nord Mali contre les forces terroristes et islamistes ont fini de nettoyer la drade des Iforas. Déterminés à bien finir la libération et la pacification de cette région, les forces tchadiennes d'intervention au Mali affirment qu'il n'y a aucun djihadiste dans la zone. La sécurité sera effective sur l'ensemble de la région occupée auparavant par les narcotrafiquants, martèlent nos troupes. Actuellement, c'est le ratissage qui continue en vue de retrouver les éventuels évadés. Depuis le début de l'opération, le Tchad, dont le contingent est le plus nombreux et le plus aguerri de toutes les troupes africaines déployées au Mali, a payé un lourd tribut avec 30 soldats tués dans le massif des Iforas. Mais malgré cette perte, les Fatimes sont plus que déterminés. Ce qui est tout naturellement un honneur pour notre armée et la fierté de tout un peuple. Et nous pourrons à présent dire, sans risque de nous tromper, que la mission confiée aux Fatimes par le président Idriss Déby Itno est belle et bien accomplie. Et puis la teneur de ce communiqué de presse, une forte délégation de la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme Cassido vient de quitter N'Djamena ce jour pour une mission officielle au Mali, présidée par son coordinateur national, M. Mahamat Dinga Dimbay. La mission aura à visiter sur le terrain les vaillantes et héroïques forces armées tchadiennes d'intervention au Mali pour lui apporter le soutien moral de la société civile tchadienne. À Bamako, la mission aura une rencontre d'échange et de solidarité avec la coalition des organisations de la société civile du Mali. Pour finir, la délégation de la Cassido remettra au très
hautes autorités du Mali une lettre de solidarité de la société civile tchadienne au peuple malien. Le communiqué de l'Aïssabre Goudar. Le nouveau directeur national de l'agence d'investigation financière a prêté ce matin un serment. Bar Hassan Diar a juré de bien mener cette lourde mission qui consiste à lutter contre le blanchiment des capitaux. Innocent Kilayou. Créée en février 2007, l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF, est une cellule de renseignement financier du Tchad. À ce titre, l'ANIF s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Depuis sa création, l'Agence nationale d'investigation financière est dirigée par un directeur national. Bar Hassan Diar est le nouveau directeur national de l'ANIF. Avant de prendre fonction, le nouveau directeur national a prêté serment devant les juges. Je jure d'accomplir loyalement ma mission dans le strict respect des dispositions du règlement CEMAC, de tenir secret pendant et après ma fonction les informations dont j'aurai connaissance. Je le jure. Juste après l'audience solennelle, le procureur général de la République a prodigué des sages conseils au nouveau directeur national de l'ANIF. Votre expérience professionnelle, vos qualités morales et intrinsèques, ainsi que la franche collaboration des membres et correspondants de l'ANIF vous permettront de bien diriger l'institution dont vous êtes le chef. Dans la ligne de mire, sachez que vous êtes régi par le règlement CEMAC du 2 octobre 2010, élaboré par le comité ministériel, et que vous devriez respecter à la lettre les dispositions du dit règlement contenant au moins 70 articles. Pour Bar Hassan Diar, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne sont pas une mince affaire. C'est une lourde mission que les plus hautes autorités lui ont confiée. Je remercie le chef de l'État pour la confiance qu'il a mis à ma modeste personne. Je demande que les autres membres et le personnel de l'ANIF de m'aider et c'est que l'ANIF soit à l'auteur. Le directeur national de l'Agence nationale d'investigation financière, qu'il ne trahira pas la confiance placée en lui. Il promet une vaste campagne de sensibilisation de son institution. La première dame du Tchad continue sa générosité en faveur des couches les plus démunies. Ce matin, par l'entremise de la conseillère technique à l'action sociale, Dila Lucienne, des centaines de cartons de date ont été remis à quelques associations féminines et aux déficients auditifs. Mohamed Abba Michel. Le don de la première dame octroyé aux nécessiteux est composé essentiellement de dates. Plus de 600 cartons ont été remis à des différentes associations. Chaque association a reçu 200 cartons pour distribuer aux membres. La première bénéficiaire de l'aide de la première dame est l'association des femmes arabophones. La présidente de la dite association a vivement remercié la première dame qui, selon elle, n'a jamais cessé son assistance aux femmes arabophones. Elle lui réitère son soutien et sa reconnaissance. Prenant bonne note, la représentante de la première dame, Dila Lucienne, a promis de transmettre ce message à qui de droit. L'association des veuves militaires a également reçu 200 cartons de dates, dont de la première dame Hindade Biitno. Remettant l'assistance à la présidente, la représentante de la première dame n'a pas manqué de dire qu'un bienfait n'est jamais perdu. La présidente de l'association a apprécié à sa juste valeur ces gestes de la première dame qu'elle qualifie de positives. Elle souhaite à cette occasion à la première dame une longue vie ainsi qu'à l'association Arrachad de bienfaisance. La dernière étape de la délégation de Dila Lucienne est le siège de l'Association nationale des déficients auditifs au Tchad. Cette frange de la population nécessiteuse a bénéficié également de 200 cartons de dates. Pour les déficients auditifs, l'aide de la première dame leur va droit au cœur. Ce don atteindra les autres associations qui attendent impatiemment l'aide de la première dame.
Le ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille organise dans la capitale pour 3 semaines une formation à l'intention de son personnel. Formation portant sur l'information. Plusieurs thèmes seront abordés. L'accent sera mis sur le développement de l'enfant et les techniques de gestion. Grangacham Irima. 120 agents du département de l'action sociale sont en conclave. Durant 3 semaines, ils bénéficieront d'une formation axée sur l'importance et le rôle de l'information qui s'articule autour de 5 programmes prioritaires du ministère. Il s'agit du développement du jeune enfant et de l'adolescent, la promotion de la femme et intégration du genre, la protection et promotion des personnes handicapées. En plus de ces programmes, il y a également celui qui est consacré à la protection de la famille et le renforcement des capacités institutionnelles. Les participants plancheront aussi sur les pratiques professionnelles et les techniques de gestion. À l'issue de cette formation, qui arrive à point nommé, nous pouvons légitimement fonder l'espoir de relever avec succès tous les défis pour améliorer la qualité de nos prestations dans nos services respectifs, et ce, à la grande satisfaction des usagers. Financée sur les ressources de l'État, cette formation du ministère de l'Action sociale vise à rendre aptes les agents afin de mieux maîtriser les nouveaux outils et techniques nécessaires pour aider la population démunie. Le ministre du Développement pastoral et des productions animales a rencontré les éleveurs de la région de Hadjar Lamis. Le ministre est allé constater les difficultés auxquelles font face les éleveurs et les sensibiliser sur l'importance du recensement général de l'élevage. Ali Ibrahim Suleiman. Les éleveurs nomades, sédentaires, transhumants ou encore agro-éleveurs du canton Bouloua dans le Hadjar Lamis ont réservé un accueil chaleureux à la délégation. Sitôt arrivé, le ministre du Développement pastoral et des productions animales, accompagné des techniciens de son département, a pu constater de visu les difficultés que rencontrent les éleveurs. Ici, un puits d'une profondeur de 32 mètres est presque tari. Les représentants des éleveurs ont tenu à exprimer de vive voix leur ras-le-bol au chef du département du développement pastoral et des productions animales. Ces éleveurs, venus d'un peu partout de Hadjar Lamis et du lac Tchad, s'informent pour la première fois sur le recensement général de l'élevage. Ce que nous attendons de ces éleveurs, c'est qu'ils s'approprient un peu ce recensement général de l'élevage. Parce que ce recensement général de l'élevage va en droite ligne dans leur intérêt. Je pense que l'importance du monde rural, tel que le chef de l'État l'a prôné sur ces 3 premières années de son mandat, ça c'est une incidence directe. Et comme je l'ai dit, amener des réponses adéquates à la problématique. Malgré leurs difficultés, les éleveurs entendent collaborer avec les délégations de l'élevage et faire recenser leur bétail. Amir Adoudou Artin et son équipe sensibilisent les éleveurs. Les soins de santé animale, la scolarisation des enfants éleveurs, la gestion des conflits agriculteurs-éleveurs et le manque de couloirs de pâturage, telles sont les difficultés recensées par les responsables en charge du développement pastoral et des productions animales. Les responsables de suivi et évaluation du PNSA sont en atelier. Au cours des travaux, les participants vont échanger sur un thème précis. Les outils et méthodologies de suivi et évaluation. Les travaux se déroulent à la cellule permanente ici à N'Djamena. Anastasie Bissi. Dans l'optique d'atteindre pleinement les objectifs de son projet, programme agricole, le PNSA, Programme national de sécurité alimentaire, renforce la capacité de ses cadres. Une vingtaine de responsables des suivis et évaluations sont en atelier sur les outils et méthodologies de suivi et évaluation. Cette rencontre devait à terme permettre aux participants d'user des techniques appropriées dans la mise en œuvre du projet. Je voudrais simplement rappeler à chacun de vous que le PNSA est de plus en plus au centre de la politique des hautes autorités du pays en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire. Dans le contexte actuel, où nous nous préparons activement à la table ronde des bailleurs de fonds, nous devons nous assurer que nous disposons d'un personnel compétent et efficace et capable de traduire les attentes des autorités ainsi que des bailleurs en matière de programmation et de suivi et évaluation des activités du PNSA.
Pour le représentant du EMRC, François Kassen, le PNSA a besoin des cadres compétents pour relever le défi. Il convie donc les participants à être plus actifs pendant les échanges afin d'améliorer le plan de suivi. Le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques, à travers sa direction de la pêche et de l'aquaculture, renforce également les capacités de ses cadres. Les travaux se déroulent à Darda, à une vingtaine de kilomètres de N'Djamena. Afin d'atteindre la gestion durable et efficace de la pêche qui permet à une grande partie de la population de tirer ses moyens d'existence, le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques, à travers la direction de la pêche, renforce la capacité de ses cadres. La formulation des programmes et sujets de développement est le thème choisi par les organisateurs. Pour résoudre cette question de gestion durable, il faut mettre les bouchées doubles sur le plan national afin d'aider les communautés locales à se doter de projets fiables et promouvoir le secteur de la pêche, a précisé la directrice de la pêche, Nenouji Madinga. L'objectif du programme Afrique, Pacifique et Caraïbes, fiche 2, repose essentiellement sur la gestion durable, équitable, la diminution des effets de la pauvreté, l'amélioration du secteur alimentaire et socio-économique par la pêche. À travers vous, le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques se verra donc doté des cadres capables de réussir des projets et programmes futurs du développement de notre département, qui en a grandement besoin. Le programme Afrique, Caraïbes et Pacifique est une initiative qui vise à renforcer les capacités des cadres du ministère de l'Environnement grâce à l'élaboration des instruments de politique en faveur de la pêche et sa gestion. La Commission régionale d'experts d'Afrique centrale et des Grands Lacs tient sa première session ordinaire pour l'année 2013. À l'ordre du jour, examen des dossiers d'appel d'offres. Prennent part à ces assises les responsables des différentes universités et instituts de la région. Adoum Abdelkader. Ils représentent différentes universités et autres instituts membres de la Commission régionale d'experts. Ils entendent, selon le directeur du bureau Afrique centrale et des Grands Lacs de l'Agence universitaire de la francophonie, le professeur Alain Ondoa, évaluer les activités partant mettre en œuvre des stratégies pour la vulgarisation des principaux domaines pédagogiques. Cette session aura pour principale tâche d'évaluer les dossiers reçus suite aux 2 appels à candidature lancés en janvier par le bureau. Le Tchad, qui vous accueille aujourd'hui, est en train de s'ouvrir des perspectives et demande le concours de tous les partenaires pour réussir ce passage. Une agréable séance de travail dans la sélection des projets déposés en réponse aux appels d'offres régionales. Soyez convaincus qu'il ne sera ménagé aucun effort pour que tout se passe le mieux possible. À titre de rappel, ces appels à candidature concernent pour le premier l'appui à la professionnalisation des formations et aux innovations pédagogiques et le deuxième, le soutien aux équipes de recherche. Il s'adresse aux universitaires des établissements membres de l'AUF dans la région Afrique centrale et des Grands Lacs, à savoir Angola, Botswana, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda et le Tchad. Les dossiers retenus bénéficieront d'un financement de l'agence sur la période 2014-2015. Après 17 ans d'existence, le parti Lingui vient de tenir son 3e congrès. C'était hier au centre Almouna. Au terme des travaux, une nouvelle équipe dirigeante est mise sur pied. Ghislaine Chani-Koudou. Ce congrès, placé sous le thème de restructuration, redynamisation et réorientation, se veut de donner un nouvel élan au parti Lingui qui, depuis quelque temps, chancelle. Parti d'opposition, puis de la majorité présidentielle, Lingui est revenu à la case de départ le 19 janvier dernier. Le 3e congrès du parti Lingui se tient après 17 ans d'existence. Ce qui, selon le président sortant, Madani Mahamat Oumar, est contraire aux dispositions statutaires. Mais poursuit-il, cela est dû à quelques problèmes connus par le parti. S'agissant de la défection du parti de la majorité présidentielle, le président sortant du parti Lingui accuse le non-respect des termes de l'alliance. Aujourd'hui, Lingui prône le fédéralisme tout en suivant son propre chemin en collaboration avec d'autres formations politiques porteuses des mêmes projets sociaux que lui. À l'issue du congrès, un bureau de 9 membres est mis en place pour un mandat de 4 ans. La présidence du parti est confiée à Seydi Tchétchéré et le secrétariat général à Seikou Ismaël Kamara.
Pour le nouveau président, ce congrès servira de grand chantier de base pour le développement socio-économique. Il envisage une politique de proximité qui aura pour socle les militants du parti. Avant de clore ce journal, je vous donne la lecture d'un décret et d'un arrêté. Décret numéro 221 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République du Soudan. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Article 1er, M. Adam Idriss Sandal est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République du Soudan, N'Djamena, le 25 mars 2013. Idriss Déby Itno. Arrêté numéro 827 portant désignation des membres du comité provisoire de gestion des revenus pétroliers de Koudaloua. Le Premier ministre, chef du gouvernement, arrête. L'article 1er, les personnes dont les noms suivent sont désignées membres du comité provisoire de gestion des revenus pétroliers de Koudaloua. Madi Garmougola, député. Abba Omar Gombo, député. Madame Khadija Lamana, représentante de la société civile. Sa Majesté Mbanghadi Woli Mahamat, représentant des autorités traditionnelles et coutumières. Ahmad Abakar Adid, représentant de l'administration. L'arrêté est signé du Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadi et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.